En cas d'hyperglycémie, les cellules bêta du pancréas vont sécréter une hormone, l'insuline. Vous voyez ici sa structure. L'insuline est une protéine, ce qui signifie qu'il existe un gène codant pour l'insuline. Cette protéine est dégradée extrêmement rapidement par le foie et les reins. Elle a une demi-vie de 5 minutes. Pour rappel, la demi-vie correspond à la durée au bout de laquelle la moitié des molécules d'insuline de l'échantillon de départ aura été dégradée. Je vous laisse réfléchir à cette question. Pourquoi la durée de vie de l'insuline est-elle si courte ? L'insuline étant une hormone, c'est un messager. Il est essentiel que ce message soit précis et adaptatif. Lorsqu'une hyperglycémie est détectée, l'insuline est produite. Mais dès que la glycémie est restaurée, on souhaite que le message se stoppe. C'est la raison pour laquelle la durée de vie de l'insuline est si courte. Les cellules bêta des îlots pancréatiques possèdent en tout temps des réserves d'insuline que vous voyez ici. Ces réserves sont piégées dans des vésicules sécrétoires formées d'une membrane similaire à la membrane plasmique. La production de l'insuline est due à tout un mécanisme de transduction de signal. Il existe dans les cellules bêta du pancréas des canaux particuliers laissant entrer le glucose à l'intérieur de la cellule, le canal GLUT2. Les canaux sont aussi des protéines. Par conséquent, il existe un gène codant pour ce canal. Si je mets l'accent sur ce lien entre protéines et gènes, c'est parce que vous imaginez bien que toute mutation génétique peut introduire une dysfonction de la régulation de la glycémie. Le glucose à l'intérieur de la cellule va être transformé en pyruvate. Ce pyruvate va introduire toute une chaîne de réactions plus ou moins similaire à ce qui se passe dans les neurones, impliquant des canaux K+, sensibles à l'ATP, des canaux Ca2+, sensibles au voltage. Suite à ça, l'entrée de Ca2+, à l'intérieur de la cellule bêta va déclencher la fusion de la vésicule sécrétoire contenant l'insuline avec la membrane plasmique de la cellule bêta, libérant ainsi toute l'insuline à l'extérieur de la cellule. Les cellules bêta sont donc prêtes à lancer le message d'alerte en cas d'hyperglycémie. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, une hyperglycémie implique un stockage du glucose à l'intérieur d'autres cellules. Voici ces différentes cellules. Le glucose peut être stocké dans le foie sous forme de glycogène. Les cellules du foie sont appelées les hépatocytes. Vous voyez ici en violet les réserves de glycogène. Mais le glucose peut aussi être stocké dans les muscles sous forme aussi de glycogène. Enfin, en cas de surdose de sucre dans le système sanguin, le glucose peut être transformé en triglycérides dans les tissus adipeux. Le foie constitue une réserve publique. C'est le premier à libérer du glucose en cas de besoin, la transformation glycogène-glucose étant particulièrement rapide. Les tissus adipeux sont aussi des réserves publiques, ce qui signifie pour l'ensemble du corps. Une fois libéré, le glucose se retrouve dans le sang et est disponible pour toutes les cellules du corps. La réaction de transformation des triglycérides en glucose est plus lente et donc il faut plusieurs jours en cas de jeûne pour épuiser leurs réserves.
Les réserves de glycogène dans le muscle sont des réserves privées. Le glycogène est un stock de glucose que le muscle utilise dès qu'il en a besoin. À aucun moment, le glycogène stocké dans les muscles ne ressort dans le sang. Ce stockage est lui aussi médié par tout un mécanisme de transduction de signal. Nous avons notre insuline qui est passée par le sang, qui avait été sécrétée par les cellules bêta du pancréas. Cette insuline se lie à un récepteur insulinique qui est lui aussi une protéine codée donc par un gène. La liaison entre ce récepteur et son ligand, l'insuline, déclenche une suite de réactions qui induit en premier lieu l'entrée de glucose à l'intérieur de la cellule grâce à un transporteur de glucose, lui aussi une protéine, et sa polymérisation en glycogène dans les muscles ou dans le foie, ou alors en triglycérides dans les cellules adipeuses. Les adipeucytes sont des cellules graisseuses. C'est la plus grande réserve de glucose de l'organisme. Toutefois, ce glucose, bien que présent, ne peut pas rapidement être mobilisé. Il s'agit d'une réserve publique pour l'ensemble du corps et à long terme. Sous l'action de l'insuline, le glucose pénètre dans les adipocytes où il va subir de multiples transformations jusqu'à donner des triglycérides. Ces triglycérides sont stockés dans le cytoplasme des adipocytes sous forme de gouttelettes. Que se passe-t-il maintenant en cas d'hypoglycémie ? La signalisation hormonale change. En cas d'hypoglycémie, ce sont les cellules alpha qui déclenchent la synthèse d'une hormone, le glucagon. Le glucagon est aussi une protéine, par conséquent, il est codé à partir d'un gène. Et comme l'insuline, le glucagon a une demi-vie extrêmement rapide. Il est dégradé au bout de 5 minutes par le foie et les reins. Le glucagon cible les réserves publiques de glucose, c'est-à-dire le foie et les adipocytes. Il ne cible pas les réserves privées que représentent les cellules musculaires. Nous pouvons voir ici des myocytes et des hépatocytes. Pour rappel, les myocytes sont les cellules musculaires, alors que les hépatocytes sont les cellules du foie. Avant un jeûne, toutes les deux sont remplies de glycogène. Ils ont donc tous leur stock de glucose. Après un jeûne, cellules musculaires et cellules du foie ont consommé leur glucose. Après un jeûne, sous l'effet de l'hypoglycémie, cellules musculaires et cellules du foie ont transformé leur glycogène en glucose. C'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. Pour rappel, les cellules musculaires font des réserves privées. Le glucose produit par glycogénolyse sera utilisé par les cellules musculaires mêmes. Elles sont donc insensibles à la présence de glucagon. Le glucagon va stimuler la glycogénolyse au niveau des cellules du foie. Le glucose ainsi libéré va repasser dans le sang. Ces mécanismes sont aussi dus à une transduction de signal. Cette transduction de signal complexe et différente entre les cellules musculaires et les cellules du foie implique au final une enzyme, la glucose 6-phosphate, responsable de la transformation du glycogène en glucose. Le glucagon cible aussi les adipocytes, où il induit la transformation des molécules de triglycérides en glucose.
En cas de manque, le corps peut aussi induire une néoglucogénèse, c'est-à-dire la production de glucose à partir d'acides aminés par exemple ou d'autres types de molécules.